le soleil de fin d'automne flamboyait à l'horizon tandis que la famille de Clara, composée de 3 personnes, emménageait officiellement dans la vieille maison qui avait appartenu à Anna, la grand-mère de son mari Daniel. Aux abords de la charmante ville de Salem, la petite demeure aux ses murs de grès brun usés par les intempéries et son toit de tuiles en pente, abrité sous les branches d'un olivier centenaire se dressait silencieusement, tel un fragment de souvenir que personne ne souhaitait plus évoquer. Clara, institutrice, se tenait sur les marches de pierre et entourait de ses bras les épaules étroites d'Irène, sa fille de 4 ans, qui sautillait après le chat tigré de la maison voisine. « Tu es sûr que ça te va ?» demanda Daniel, ingénieur informatique, en poussant la porte, les bras chargés de sacs à dos et de cartons. « Je vais bien, tant que je n'ai pas à faire la poussière toute seule, » répondit Clara, s'efforçant d'avoir l'air enjoué, malgré un malaise indéfinissable. Même si la maison leur appartenait désormais légalement, elle s'était toujours sentie mal accueillie. La première pièce que Clara souhaitait rénover était la chambre d'Anna, au bout du couloir du premier étage. Bien que peu spacieuse, elle abritait encore tous les meubles de l'époque d'Anna, un lit en bois vintage, une lourde armoire et d'épais rideaux désormais d'un gris poudré. « Je peux jouer un peu dans la chambre de grand-mère » demanda Clara en voyant Irène courir après le chat. « Oui, j'adore cette chambre » s'écria Irène en grimpant immédiatement sur le lit et en saluant sa mère. Daniel apporta des cartons tandis que Clara commençait à ranger le couloir. 15 minutes plus tard, Clara revint avec de l'eau pour sa fille et trouva Irène allongée face contre terre, la tête appuyée contre le bord du lit, le regard perdu dans l'obscurité. « Irène, que fais-tu » demanda Clara. La fillette leva les yeux, l'air étrangement calme. « Maman, grand-mère a fourré une dame sous le lit, mais elle ne pleure pas. » Clara se figea, le cœur battant. « Quoi ? Qui a fourré qui ?» Irène haussa les épaules comme si elle racontait un rêve éveillé. Grand-mère l'a fourrée là-dedans et l'a recouverte d'une couverture. Elle n'a rien dit, elle est restée immobile. Clara força un sourire rassurant. « Tu as encore regardé des vidéos stupides sur YouTube, hein ?» la taquina-t-elle. « Non, maman » Irène gonfla les joues. « Je l'ai vraiment vue. » Après avoir soudoyé sa fille avec un biscuit et l'avoir emmenée dans la pièce voisine, Clara vérifia la tablette d'Irène, seulement quelques dessins animés pour enfants préchargés, rien d'anormal. Toutes les applications étaient verrouillées, l'historique vide. Aucune vidéo ne correspondait à ce qu'Irène avait décrit. Alors, où avait-elle entendu cela? Le lendemain, Clara raconta la nouvelle à Daniel. Il rit. « Tu réfléchis trop, les enfants ont une imagination débordante. » Mais Clara insista, elle a parlé si clairement, comme si elle avait vraiment vu. Daniel haussa les épaules. « Eh bien, la chambre d'Anna est plutôt lugubre. On va remplacer les rideaux, refaire le sol, repeindre les murs, se créer de nouveaux souvenirs. » Clara hocha la tête, mais la lourdeur dans sa poitrine demeurait. Cet après-midi-là, Clara s'assit sur le vieux parquet et jeta un coup d'œil sous le lit. Rien qu'un trou sombre, couvert de poussière et de bouts de papier, rien d'inhabituel. Pourtant, l'odeur la fit grimacer, moisie, renfermée, avec une légère pointe métallique. Quelques après-midi plus tard, Irène entra en titubant, serrant un dessin au crayon. « Regarde, maman. » Clara se pencha, un doux sourire aux lèvres, puis se figea devant l'image. Une silhouette était allongée de côté, les bras écartés, les cheveux longs en bataille, une tache rouge sur la tête. En dessous, un rectangle noir qui ressemblait à s'y méprendre à l'espace sous un lit. « Je me souviens d'elle » murmura Irène. « Elle s'appelle Julia. Elle portait une robe rouge comme sur la photo. Je ne voyais pas son visage, mais je me souviens de ses cheveux longs, de la même couleur que les tiens. » Clara se raidit. « Qui t'a raconté cette histoire ? » Personne, dit Irène. Je l'ai vue dans la chambre de grand-mère. Cette nuit-là, la phrase « grand-mère l'a fourré sous le lit » résonna sans cesse dans l'esprit de Clara. Quand Daniel s'endormit, elle se glissa dans la chambre d'Irène. À côté, sa fille ronflait doucement. Avec précaution, Clara ouvrit l'armoire, fouilla chaque tiroir et, derrière le tiroir du bas, découvrit une petite boîte en tissu cachée sous une vieille couverture. À l'intérieur se trouvait un caméscope poussiéreux, un de ces modèles mini-DV des années 90. En tremblant, Clara ouvrit le lecteur et découvrit une minuscule carte SD. Les mains tremblantes, elle l'inséra dans son ordinateur portable. Un dossier apparut, Maison 1997. Cette vidéo, floue, mais la troisième a duré plus de 20 minutes. Clara a appuyé sur lecture. L'écran est resté noir quelques secondes, puis a lentement révélé la chambre d'Anna,
l'image étant de travers, comme cachée dans un coin. Des voix surgirent, le ton plus âgé d'Anna, et le murmure effrayé d'une jeune femme, « Je ne me tairai pas », Anna rétorqua sèchement, « Tais-toi, tu me menaces pour qui ?» La caméra vacilla, une lutte s'ensuivit, puis un bruit sourd. L'ombre d'Anna se pencha, traînant un objet long et lourd, puis tira une couverture dessus, juste au pied du lit. Clara halta et éteignit précipitamment l'écran, les mains tremblantes. Derrière elle, une petite voix lui parvint, « Maman ?» Clara se retourna et vit Irène, les cheveux en bataille. « Tu as regardé, n'est-ce pas ? J'ai déjà vu cette dame. » Clara ne parvenait pas à dormir. La vidéo tournait en boucle dans sa tête, la voix tremblante de la jeune femme, l'impact sourd, Anna recouvrant quelque chose sous le lit. Tout correspondait à ce qu'Irène avait dit et dessiné. À l'aube, Clara se leva plus tôt que d'habitude et prépara du café, les mains encore tremblantes. Daniel entra, l'inquiétude gravée sur le visage. « Tu es resté debout toute la nuit ? Que se passe-t-il » Clara posa la tasse et lui parla de la vidéo. Lorsqu'elle eut terminé, Daniel fronça les sourcils. « C'était peut-être un vieux sketch de marionnette qu'elle faisait à l'église, suggéra-t-il. « Non, » dit Clara fermement. « L'odeur dans cette pièce, ça ne va pas, » Daniel soupira. « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Inspecter la pièce sous le lit s'il le faut. » Le regard de Clara le fit taire. Il hocha la tête. « Ce soir, je t'aiderai. » Ce soir-là, tandis que Daniel emmenait Irène au parc, Clara commença à ranger la chambre d'Anna. Elle déplaça le lit et souleva l'épais matelas. Aussitôt, une odeur de moisi et de métal monta du dessous au loin de la moisissure ordinaire. Clara braqua une lampe de poche sur l'espace sous le lit. Il n'était pas très bas, mais suffisamment grand pour cacher un gros paquet. S'agenouillant plus près, elle se pencha pour renifler le plancher, puis retira brusquement sa main après avoir touché une petite fissure dans le bois. Curieuse, elle l'ouvrit avec son ongle. Clic. Une planche se souleva légèrement, révélant une partie du parquet refait. La couleur du bois et les clous étaient clairement différents, les clous plus brillants, la planche plus épaisse et d'en dessous suintait la même odeur humide et métallique. Quand Daniel revint, Clara le lui montra. « Regarde, cette planche, ces clous. » Quelqu'un l'a soulevée et remise en place. Daniel se gratta la tête. Peut-être que grand-mère l'a réparée pour une raison inconnue. Clara la fusilla du regard. Elle l'a réparée sans aligner les trous, et pour cacher ce qu'il y avait en dessous. Quand était-elle si habile avec les revêtements de sol ? Daniel resta silencieux cette nuit-là. Clara parla à leur voisine, Lucie, de la vidéo et du plancher suspect. « Lucie, te souviens-tu d'une personne nommée Julia qui séjournait chez Madame Anna ? Une jeune femme ?» Lucie se tut, puis parla doucement. « Oui, une fille nommée Julia, d'une vingtaine d'années. Elle vivait ici en 2000 ou 2001. Madame Anna a dit qu'elle était une parente éloignée d'une amie, qu'elle aidait aux tâches ménagères. Puis elle a disparu subitement. Personne n'a posé de questions. Madame Anna a dit qu'elle avait déménagé en ville pour ses études, mais je l'ai vue pleurer une fois. Il se disputait à propos de quelque chose ou une question de terre, je crois. Je ne m'en suis pas mêlé, je pensais que c'était juste une histoire de famille. » Clara remercia Lucie et rentra chez elle, la poitrine lourde. Anna avait souvent évoqué les formalités d'héritage, mais n'avait jamais donné de détails précis. Le lendemain, alors que Clara rangeait une vieille étagère, Irène entra en tenant un petit oreiller provenant de la chambre d'Anna. « Qu'est-ce que tu fais, chérie ? » « Je joue au jeu de l'oreiller, comme grand-mère ce jour-là, » dit Irène innocemment. « Elle a fait ça à cette dame. » Elle l'attira d'abord contre elle, puis repoussa l'oreiller. Clara pâlit. « Irène, où as-tu vu ça ? » ?»« Depuis la machine noire que tu as allumée avant la caméra. Je l'ai regardée pendant que tu t'endormais. » Clara serrait sa fille fort dans ses bras, la poitrine écrasée par un poids qu'elle ne pouvait nommer. Une enfant de 4 ans avait été témoin d'un crime, même si ce n'était qu'à travers une vidéo granuleuse, et le rejouait maintenant comme un jeu. « Écoute-moi bien, » dit doucement Clara. « Il ne faut pas jouer avec ça. Ce qui s'est passé est mal, c'est très dangereux. » Irène hocha la tête, même si la confusion persistait dans ses yeux. Après avoir mis sa fille au lit, Clara est retournée dans la chambre d'Anna, déterminée à découvrir cette partie suspecte du sol. Elle récupéra ses outils et retira soigneusement les planches une à une. Lorsque la troisième planche apparut,
elle vit une étroite cavité scellée avec un vieux sac plastique. Juste à ce moment-là, Daniel entra. « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Oh mon Dieu, regardez ici, » dit Clara en pointant du doigt. « Il y a quelque chose de caché sous le plancher. » Daniel s'agenouilla et grimaça. « Mon Dieu, quelle odeur !» Clara, gantée, tendit la main et en sortit un objet. Un bracelet en plastique tomba sur le parquet avec un léger cliquetis. C'était un bracelet bleu délavé, vieux, avec un nom gravé à peine à sa surface, Julia. Elle resta bouche bée, nettoya le bracelet et appela son vieil ami Ethan, aujourd'hui technicien judiciaire à Santa Fe, pour lui demander s'il pouvait vérifier d'éventuelles empreintes digitales résiduelles. Ethan accepta de le recevoir par courrier interne. 3 jours plus tard, Ethan a rappelé. « Clara, le bracelet est vraiment vieux, mais heureusement, il y avait encore une empreinte. Je l'ai comparée à une base de données de personnes disparues, elle correspond à une jeune fille nommée Julia RM, disparue en 2001 dans la région de Salem. Tous les détails concordent. » Clara était stupéfaite. « Tu es sûre, positive ? L'affaire Julia RM n'a jamais été résolue. Ce bracelet pourrait être une preuve solide, s'il y a plus d'éléments pour le confirmer. » Clara s'effondra sur une chaise, le bracelet à la main. Ce soir-là, elle dit à Daniel, « Je vais prévenir la police. » Daniel se leva d'un bond. « Clara, non, tu n'as aucune preuve de meurtre. Tu vas tout saccager à cause d'une vidéo floue et de l'imagination d'un enfant. J'ai la vidéo, j'ai le bracelet, j'ai le plancher et, plus important encore, j'ai le fort sentiment que quelqu'un a été tué et caché ici même. » Daniel serra les poings, essayant de garder son calme. « Ma mère, elle fera l'objet d'une enquête. Tu te rends compte ? Je le sais, mais Julia mérite son nom. On ne peut pas l'oublier comme un cauchemar. » De la pièce voisine, Irène sortit en tenant son lapin en peluche, les yeux rivés sur ses parents. « Maman a raison. Papa, Julia est très triste. Je la vois sans cesse dans mes rêves. » Daniel regarda sa fille, puis Clara. Son visage exprimait la résignation. Il hocha la tête. « D'accord. Appelle-les. » L'après-midi suivant, Clara était assise en face du chef Walker de la police de Salem, un homme d'une 50aine d'années, au visage bronzé par le soleil et à la voix lente mais ferme. « Vous me dites que vous avez trouvé un enregistrement vidéo d'une altercation entre votre belle-mère et une jeune femme, répéta-t-il en tenant une tasse de café intacte. « Oui. Ça dure plus de 20 minutes, il y a une vive dispute, puis un bruit sourd. Après ça, ta belle-mère traîne quelque chose de lourd sous le lit et le recouvre d'une couverture. Peux-tu me fournir la vidéo ?» Clara lui tendit une clé USB. Walker l'inséra dans son ordinateur et rembobina au son du bruit assourdissant. L'image était floue, mais la silhouette de la femme âgée et sa voix distincte celle d'Anna étaient reconnaissables. « Savez-vous qui est la fille dans la vidéo ?» a-t-il demandé. « Nous pensons qu'il s'agit de Julia RM, qui vivait avec Anna en 2000 ou 2001, puis a disparu. Mon mari dit que sa mère prétendait avoir déménagé en ville, mais que personne ne l'avait revue depuis. Le bracelet retrouvé sous le plancher, sous le lit, a été relevé grâce à des empreintes digitales et correspond à la déclaration de disparition de Julia. » Walker hocha la tête et appela par radio, équipe de police scientifique à la résidence privée du 23 rue Elm. Inspectez le plancher du rez-de-chaussée et apportez le matériel nécessaire pour percer le revêtement. Après que Clara ait quitté la gare, elle a reçu un appel d'Ethan. « Clara, j'ai extrait d'autres données de la carte SD que tu m'as envoyée. Il y a un fichier de métadonnées qui indique clairement que la vidéo a été enregistrée le 16 juin 2001. Tu es sûr ? » Absolument. Il y avait aussi un fichier audio qui avait été supprimé, mais j'en ai récupéré une partie. Tu veux l'écouter ? Oui. Un extrait audio a été diffusé sur le téléphone, des pas, puis la voix de Julia. Tu me prends pour un idiot ? J'ai déjà copié les documents. Si tu ne me rends pas le terrain, je vais au tribunal. Puis Anna rétorqua, tu me menaces. J'habite dans cette foutue ville depuis 40 ans, tu crois pouvoir me vaincre ? Un bruit sourd, puis le silence. Clara raccrocha, le cœur battant la chamade, elle savait qu'elle venait de toucher une vieille blessure purulente dans l'histoire de la famille. Cet après-midi-là, l'équipe médico-légale arriva. Daniel se tenait près de la porte, tendu. Walker donna le signal pour commencer à retirer les planches, une par une. Les vieilles planches se soulevèrent, révélant la sous-couche. Ici, désigna Clara.
C'est là que j'ai senti quelque chose, et là où j'ai vu le bord d'un sac plastique tout à l'heure. Un agent a utilisé un crochet pour tirer doucement. L'équipe s'est arrêtée lorsqu'elle a découvert un grand sac de sport gris foncé, enveloppé de plusieurs couches de plastique. Walker enfila un masque et se pencha. L'odeur est forte, dit-il, puis fit signe, ouvrez le sac, notez tout. Quelques instants plus tard, le sac fut éventré. Instinctivement, chacun recula tandis que l'odeur de décomposition envahissait la pièce. À l'intérieur gisait un squelette humain, visiblement féminin. Le crâne présentait une fracture visible d'un côté, de longs cheveux emmêlés encore accrochés au tissu d'une vieille chemise, et un fragment déchiré d'une robe rouge accrochée au fémur. Un policier sursauta en découvrant une carte d'étudiant enfouie dans le tissu. Walker la souleva avec précaution. Julia RM, lut-il à haute voix, la voix sombre. Clara saisit le bras de Daniel, son monde changea à jamais. Il était pâle et incapable de parler. Nous devons procéder à une autopsie, a déclaré Walker. À titre préliminaire, le crâne présente un traumatisme dû à un objet contondant. La fracture correspond au type de coup qui aurait pu la tuer. L'heure du décès correspond au rapport de disparition de 2001. Clara se tourna vers Daniel. Il acquiesça silencieusement pour la première fois, sans protester. Après le départ de l'équipe médico-légale, Clara fut rappelée au poste pour valider les preuves. Ethan était là aussi, il la serra doucement dans ses bras. « Tu n'es pas folle, Clara. Tu as bien fait. Peut-être que les gens doutaient de toi avant, mais Julia avait besoin que tu parles enfin. » Daniel s'approcha doucement. « Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. » Les yeux de Clara brillèrent. On ne peut plus se taire. Julia mérite que son nom soit gravé sur une pierre tombale, pas caché sous un vieux plancher. Walker revint, une copie du rapport médico-légal à la main. Nous allons convoquer Madame Anna avec les images vidéo, les preuves matérielles et les restes. Il s'agit officiellement d'un homicide non signalé. Tout pointe vers elle et Irène, demanda doucement Daniel, et Clara expira. Nous allons tenir Irène à l'écart de tout ça. Elle est trop jeune pour comprendre. Mais au fond d'elle-même, Clara savait que sa plus grande peur n'était pas Anna, mais les paroles d'Irène, les dessins qu'elle avait faits, bien avant qu'un adulte ne réalise ce qui se passait. En rentrant chez elle, Clara serrait le volant fermement tandis que des images lui traversaient l'esprit, la vidéo, le bracelet, le regard innocent d'Irène. Ce soir-là, après qu'Irène fut couchée, Daniel trouva une petite boîte en fer blanc cachée dans les vieux placards. À l'intérieur se trouvaient 3 mini-cassettes DV. Les mains de Clara tremblaient lorsqu'elle chargea la première cassette. Elle montrait des scènes ordinaires, Anna arrosant les plantes, rangeant la cuisine, étendant le linge. Mais la deuxième cassette capta une dispute. Julia se tenait sur le seuil d'Anna, la voix tremblante, « Tu as volé le titre de propriété à une morte. Tu l'as gardé et vendu. Tu n'avais aucun droit. » Anna ricana en retour. « J'ai tous les droits si personne ne le découvre et tu n'y peux rien, espèce d'orphelin pathétique. » Un bruit sourd retentit. Clara coupa la cassette. « Ça suffit. » Daniel resta figé, la tête entre les mains. « Ma mère a vécu comme ça toutes ces années, au-dessus de cet étage, sans jamais dire un mot. » Le silence est complice, dit Clara d'une voix douce mais ferme. Le lendemain matin, la police arriva à la maison de retraite, en périphérie de Salem, où Anna vivait désormais. Ses cheveux argentés encadraient un visage ridé, assise lucide dans son fauteuil roulant. Walker présenta la convocation. « Madame Anna Dawson, vous faites l'objet d'une enquête pour la mort de Julia RM en 2001. Nous disposons de preuves vidéo et de restes humains retrouvés. » Anna la fixa du regard. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Julia est partie il y a longtemps. » Walker brandit la vidéo. Tandis que la voix de Julia hurlait, « Je vais te poursuivre en justice », le visage d'Anna se crispa. « Je veux un avocat, murmura-t-elle. « Tu en auras un, » répondit Walker. « Pour l'instant, tu es placé en garde à vue pour enquête. » Anna ne résista pas. Elle se tourna simplement vers la fenêtre tandis que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, ses yeux vieillis se fermant non pas d'épuisement ni même de remords, mais peut-être parce que son dernier secret avait été exhumé de la poussière du temps. De retour à la vieille maison, Clara se tenait devant la bibliothèque qu'Anna considérait autrefois comme un trésor. Romans américains, titres de propriété, journaux et livres de cuisine usés gisaient sous une épaisse couche de poussière. Depuis que la police avait enlevé les restes de Julia et ouvert l'enquête,
l'endroit paraissait étrangement vide et froid. Clara feuilleta délicatement un album photo glacé aux bordures dorées. Anna apparut aux côtés de son mari dans les champs d'oliviers, aux côtés du jeune Daniel mais une photo la fit Jeannette. On y voyait Anna sur le porche même où Clara se tenait maintenant, à côté d'une jeune femme aux cheveux longs, le sourire figé, tenant un panier. Dans le coin inférieur, écrit au stylo, Anna plus Julia, été 2000. Clara souleva la photo d'une main tremblante. Pour la première fois, elle voyait clairement le visage de Julia non pas à travers les souvenirs d'Irène, ni à travers des images floues, mais réels et vivants. Sous les photos se trouvait un carnet relié en cuir, dont les premières pages avaient été arrachées. La première entrée restante, datée de 2000 et rédigée de la main soignée d'Anna, disait « Julia pose trop de questions sur le terrain. C'est agaçant. Aujourd'hui, elle a encore fouillé dans des dossiers. » La page suivante était à moitié déchirée, une ligne accrochée au bord, « Si quelqu'un le découvre, alors ?» Et elle s'arrêta brusquement. Clara serra le carnet et la photo, puis courut chez Lucie. Lucie, la voisine qui connaissait Anna depuis plus longtemps que quiconque, ouvrit la porte, une tasse de thé à la main. « Clara, est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-elle, l'inquiétude dans ses yeux embrumés. « J'ai trouvé les restes de Julia sous le plancher d'Anna, » dit Clara avec urgence, posant la photo et le carnet sur la table en bois sous l'auvent du porche. Lucie resta silencieuse un long moment, puis hocha lentement la tête. « Oui, je me souviens de Julia. Elle était mince, bavarde, polie une vingtaine d'années à son arrivée début 2000. » Lucie regarda autour d'elle, puis se pencha et murmura, « Elle a commencé à soupçonner les titres de propriété. » « Quels actes ?» insista Clara. Anna s'est forgé une solide réputation après la mort de son mari, elle gérait non seulement les terres familiales, mais aussi les titres de propriété confiés par d'autres. À cette époque, une famille est décédée dans un accident de voiture, sans aucun proche. Julia a découvert qu'Anna possédait le titre de propriété de leur maison et comptait le conserver. Clara pâlit. Julia a-t-elle menacé de la dénoncer? Lucie hocha la tête. Elle l'a dit à Anna, et Anna a ri. Après ça, Julia a disparu. Quand on lui a posé la question, Anna a dit qu'elle était retournée en ville. Personne n'a remis ça en question, dans les petites villes, les gens vont et viennent. Clara serra les poings. Si quelqu'un avait parlé. Lucie posa sa main sur celle de Clara. Je suis désolée. J'avais peur d'Anna aussi. Des larmes coulaient silencieusement sur la table en bois. Ce soir-là, après qu'Irène se fut endormie, Clara s'assit à son bureau sous une lampe, contemplant la photo de Julia. Julia avait un nom, un visage, une vie et elle ne serait plus jamais ensevelie sous le silence. Daniel entra, une enveloppe à la main. Une lettre d'Ethan, dit-il. Clara l'ouvrit, une copie du dossier de disparition de 2001. Julia R.M., née en 1981, de Charlottesville, orpheline de jeunesse, envoyée à Salem sur recommandation d'un pasteur. En bas, aucun rapport officiel n'a été déposé. Dossier classé faute de preuves suffisantes. Daniel regarda Clara. Maintenant, elle a des preuves. Clara resserra sa prise sur la photo. Tu sais, Irène a dit un jour qu'elle n'était plus sous le lit. Je crois qu'elle le sait. Julia a été retrouvée, elle n'est plus cachée, soupira Daniel. Peut-être que les enfants perçoivent des choses que les adultes ne perçoivent pas, ou peut-être que c'est nous qui avons gardé les yeux fermés. Clara ferma les yeux, l'esprit submergé de questions sans réponse. Pourquoi Julia n'avait-elle pas fui dès qu'elle avait pris conscience du danger? Pourquoi Anna avait-elle choisi de garder le silence pendant 20 ans? Et pourquoi était-ce Irène, une petite fille de 4 ans, qui avait tout mis au jour la première? Le lendemain matin, Clara retourna au commissariat pour soumettre des preuves supplémentaires tirées du journal. Walker resta assis en silence, plongé dans ses pensées. Après avoir lu la phrase « La jeune fille Julia pose trop de questions sur le terrain, c'est agaçant », ce journal, combiné à la vidéo et au témoignage de Madame Lucie, complétera le dossier, dit-il. Suffira-t-il pour engager des poursuites, demanda Clara. Walker acquiesça. Si la commission d'examen vérifie les preuves et que Madame Anna est jugée mentalement et juridiquement apte, elle sera traduite en justice. Clara quitta la gare en se sentant un peu plus légère, pas vraiment en paix, mais soulagée que la vérité ne soit plus cachée sous le plancher, et non plus seulement les murmures d'un enfant. À son arrivée, Irène était assise sur le porche, en train de dessiner au crayon. « Qu'est-ce que tu dessines, ma chérie ?» demanda Clara. « Mademoiselle Julia,
répondit Irène en lui tendant le papier. Cette fois, Julia se tenait au soleil, vêtue d'une robe rouge et de longs cheveux, tenant la main d'une petite fille, entourée de fleurs et de colombes volantes. Clara se pencha et serra sa fille dans ses bras. Merci, Irène. Elle adorerait ce dessin. Dans mon rêve, maman, murmura Irène, comme ça. Clara regarda à nouveau le dessin, un étrange sentiment la submergeant en mi-douleur, mi-chaleur. Julia, la fillette autrefois ensevelie dans le silence, était maintenant vue, nommée, ramenée à la vie à travers les lignes, la voix et les pas d'une enfant ou une innocente qui n'avait pas encore compris ce qu'était le mal. Une semaine après avoir remis le journal et l'album photo à la police, Clara sentit la porte de la vérité s'ouvrir lentement et lourdement, comme un gond rouillé. Elle ne pouvait pas rester assise à attendre les résultats. Chaque matin, pendant que Daniel préparait le café et qu'Irène jouait dehors avec les voisins, Clara retournait dans l'ancienne chambre d'Anna, non pas pour chercher d'autres preuves, mais pour essayer de comprendre ce qui s'y était réellement passé. La pièce était restée la même, bien que la police ait retiré une partie du plancher et l'ait temporairement remplacée par de nouvelles planches. L'air était plus léger, mais étrangement inhabituel. L'odeur métallique âcre avait disparu, mais parfois, sous le soleil brûlant de midi, Clara sentait encore un souffle s'infiltrer entre les fissures des murs. Elle passa la matinée à nettoyer la vieille armoire. Derrière des couches de vieux foulards, elle trouva une autre petite boîte en fer blanc, plus petite que la première, peinte d'un vert délavé aux bords ébréchés. À l'intérieur se trouvait un minuscule trousseau de clés et un bout de papier jauni avec l'avertissement manuscrit « Julia, ne lui fais pas confiance. Sois prudente la nuit du 15. » Clara fronça les sourcils. Elle ignorait qui avait écrit cela ni l'année exacte, mais, la nuit du 15, lui fit froid dans le dos. Elle se souvint de l'horodatage de la vidéo, 16 juin 2001. Il s'était donc passé quelque chose la nuit précédente. Elle appela immédiatement Ethan. Peux-tu vérifier à nouveau les métadonnées de la carte SD? Voir si quelque chose a été enregistré avant le 16. Ethan soupira. Il y a peu de chance, mais je vais essayer. En attendant, Clara se rendit à la mairie pour consulter les registres fonciers de 1999 à 2002. Sa lettre confirmant sa participation à une enquête policière en cours lui permit d'accéder aux archives. Un homme mince, Thomas, avec un accent prononcé d'Albanie, lui demanda « Que cherchez-vous » Des documents de transfert de propriété concernant Madame Anna Dawson, notamment autour d'Elm Street, vers 2001. Thomas parcourut les dossiers. Quelques minutes plus tard, il en sortit une mince pile. En voici un daté du 14 juin 2001, Madame Anna a transféré la propriété de la parcelle 89 à un certain Franklin Reed. L'affaire n'a pas été traitée par le tribunal. Clara plissa les yeux. Reed? Je n'en ai jamais entendu parler. Thomas lui montra le document, un accord de transfert manuscrit, sans notarisation officielle, la signature semblant forcée. Est-ce qu'il est fait mention de Julia quelque part? Demanda Clara. Oui, Thomas désigna la section des notes, témoins, Julia RM, Clara frissonna. Elle prit une photo du document et quitta la mairie avec un mal de tête lancinant. Julia savait. Julia en avait été témoin. Sur le chemin du retour, son téléphone vibra, Ethan rappelait. Clara, j'ai trouvé une ancienne entrée de métadonnées, un court extrait de 18 secondes, en grande partie écrasé. J'ai pu en récupérer une partie. Peux-tu me l'envoyer par email? Non, dit Clara. Tu dois entendre ça maintenant. Je vais te le décrire, c'est juste Julia. Elle dit, si quelqu'un trouve ça, je me suis fait avoir. Je crois qu'elle va me tuer. Je ne sais pas si je serai encore en vie ce soir. Puis la voix s'interrompt. Clara ne dit rien, sa gorge se serra. Ethan poursuivit, elle a laissé un dernier message, une sorte de testament inachevé. Cela confirme la peur qu'elle ressentait. Quand Clara rentra à la maison, Daniel était assis dans le jardin, une tasse de café à la main, qu'il n'avait pas touchée. Elle s'assit à côté de lui en silence et posa sur la table la copie du transfert de propriété et l'extrait du journal. Daniel les feuilleta, son visage pâlit. Ma mère, elle a vraiment fait ça. Tu la croyais, dit Clara, les yeux fixés sur l'olivier dans la cour. Je comprends. Mais si je n'avais pas cru Irène, si je l'avais ignorée comme tous les adultes, Julia serait encore là. Daniel déglutit difficilement. Que veux-tu faire ensuite? Demanda Clara. Recouper tous les transferts de terrain. Chercher toute autre personne impliquée. Je vais aussi trouver Franklin Reed. Daniel,
J'ai bien peur que tu sois trop impliqué. Je ne coule pas, dit Clara. Je me sors de la boue dans laquelle Anna a tout enfoui pendant 20 ans. Cet après-midi-là, Clara rencontra Walker pour lui présenter les nouveaux documents. Le chef de la police parut sincèrement surpris. Un transfert de propriété 2 jours avant la disparition de Julia, il semble qu'elle l'ait découvert et qu'elle comptait le signaler. Exactement, acquiesça Clara. Et Anna voulait la faire taire. Walker examina les copies. J'enverrai quelqu'un d'interroger Franklin Reed. Si d'autres liens apparaissent, cette affaire pourrait inclure des accusations de faux et de fraude immobilière. Clara quitta la gare sous une fine pluie d'été, mais son cœur n'en était pas moins léger. Elle savait qu'elle avait déclenché une chaîne d'événements liés depuis des décennies et qu'une fois qu'on tire sur un maillon, le reste commence à basculer, souvent de manière inattendue. De retour à la maison, Irène courut vers le portail, brandissant un nouveau bracelet en plastique rouge. « Regarde, maman, j'ai fait un bracelet comme celui de mademoiselle Julia. » Clara se pencha. « Pourquoi en as-tu fait un comme le sien ?»« Parce que j'ai rêvé que mademoiselle Julia disait « Merci, petite Irène. » Clara serra sa fille fort dans ses bras. « Tu as été la première à ne pas la laisser disparaître. » La nouvelle de l'affaire se répandit rapidement dans toute la région. Les médias locaux rapportèrent que les restes de la jeune fille disparue en 2001 avaient été découverts sous le sol de la maison du suspect de 86 ans. Les gros titres fusèrent, les voisins chuchotèrent, et la maison autrefois calme de Clara était désormais souvent éclairée par les lumières des caméras installées au portail. Daniel s'empressa de fermer toutes les fenêtres. « Je ne veux pas qu'Irène voie ça, tu comprends ?»« Oui, oui, » répondit Clara en posant sa tasse de thé. « Mais elle a déjà vu quelque chose de bien pire, bien avant que je sache quoi chercher. » Daniel s'assit à côté d'elle. « Comment peux-tu être sûr qu'elle n'est pas hantée par ça ? C'est beaucoup à assimiler. J'ai demandé à une psychologue pour enfants de lui parler, et j'étais présente à chaque séance, dit Clara en marquant une pause. Vous savez ce que le médecin m'a demandé ? À quoi pensez-vous quand vous voyez mademoiselle Julia ? Et Irène a répondu, elle est triste parce que personne ne la voit. Daniel déglutit difficilement. Nous avons eu tort de penser qu'elle ne comprenait pas. Clara le regarda doucement. Ce n'est pas qu'elle ne comprend pas, c'est que les adultes oublient. Les enfants se souviennent longtemps, surtout de ce que les adultes essaient d'enfouir. Le lendemain matin, Clara observa la déposition d'Anna derrière la vitre. Pas de fauteuil roulant aujourd'hui, Anna entra lentement mais sûrement, comme si elle montait à la chaire plutôt que d'affronter la justice. Le procureur commença, « Madame Anna Dawson, reconnaissez-vous votre implication dans la mort de Julia RM en 2001 ?» Anna leva le menton. « Je dirai la vérité. » Le silence sembla s'installer dans la pièce. « Je me souviens de ce jour-là, » commença-t-elle d'une voix mesurée. Julia est entrée dans ma chambre avec la fureur d'une enfant qui ne comprend pas le monde. Elle m'a tendu une copie des documents fonciers que j'avais falsifiés. Si ce document foncier était dévoilé, je perdrais tout statut au village. Pourquoi avez-vous conservé un terrain qui n'était pas le vôtre, a demandé le procureur. Le regard d'Anna ne s'est jamais démenti. Parce que mon mari l'a récupéré lorsque la famille qui l'a possédé est décédée dans un accident. Je l'ai gardé, personne ne l'a réclamé, mais Julia a trouvé cela injuste. Elle a dit qu'elle me poursuivrait en justice. Clara, qui regardait derrière la vitre, sentit son cœur battre fort dans sa poitrine. On s'est disputé. Je l'ai poussée au pas trop fort, mais elle a trébuché sur le cadre du lit, est tombée et s'est cognée la tête contre le coin de la commode. Je me suis précipité. Elle était immobile, il y avait du sang partout. La voix d'Anna se brisa. J'ai crié, mais personne n'a entendu. Il n'y avait personne à la maison. Et qu'avez-vous fait ensuite, a insisté le procureur. J'ai paniqué. Je pensais que si quelqu'un découvrait la vérité, j'irais en prison, je ne pouvais pas supporter ça. J'ai pris le sac de sport de mon mari, je l'ai fourré dedans, j'ai enveloppé le corps dans du plastique et je l'ai caché sous le plancher. J'ai arraché quelques planches et je les ai clouées avec des clous neufs. Je l'ai fait toute seule. Ça m'a pris toute la nuit. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé immédiatement ? Anna baissa les yeux vers ses mains. Au début, j'ai pensé que je changerais d'avis le lendemain, mais un jour a passé, puis une semaine. Personne ne l'a demandé. Personne ne l'a cherché. J'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Tu as dormi dans cette chambre pendant 20 ans. Sa voix s'interrompit. Je n'ai jamais dormi d'une nuit entière,
Mais je ne pouvais pas quitter cette pièce. C'était comme une pénitence. Avez-vous déjà rêvé de Julia? Demanda doucement le procureur. Anna hocha légèrement la tête. Oui, tous les soirs. Elle ne m'en voulait pas. Elle me regardait simplement. La déposition s'est terminée. Anna a été renvoyée au centre de détention du comté sans appel, sans demande de clémence, sans larmes. De retour chez elle, Clara resta longtemps sur le seuil de la vieille pièce. Tous les meubles avaient disparu, seul le sol en béton nu subsistait. Daniel s'apprêtait à repeindre le plâtre écaillé. « Que allons-nous faire de cette pièce ?» demanda-t-il. Clara entra, jeta un coup d'œil autour d'elle et dit doucement, « Démolissez-le. »« Es-tu sûr ?»« Positif. Je ne veux pas que quelqu'un dorme dans une pièce qui a été autrefois la tombe d'une personne. » Daniel hocha la tête. La semaine suivante, ils ont engagé des ouvriers pour démolir tout le sol. Lors de la démolition, un ouvrier a trouvé un petit bouton en porcelaine blanche orné d'une rose parmi les décombres. Clara l'a immédiatement reconnu, le même bouton que Julia portait sur la photo avec Anna. Elle l'a nettoyé et l'a placé dans une petite boîte en verre. Plus tard, quand Irène demanda, un jour, j'aurai quelque chose à lui montrer, Daniel ne dit rien. Le lendemain, une équipe de télévision locale a interviewé Clara sur le porche, tandis que la lumière du soleil du début de l'hiver filtrait à travers les branches d'olivier. À votre avis, qu'est-ce qui a conduit à la révélation de cette affaire après tant d'années, a demandé le journaliste. Clara regarda droit dans la caméra. Un enfant. Un dessin. Une voix qui n'en finissait pas de parler. Et une vérité que personne ne voulait affronter. Après l'entretien, une femme d'âge moyen s'est approchée et a serré la main de Clara. « Je suis Margaret, la cousine de Julia. Je n'ai jamais su qu'elle était morte. Je pensais qu'elle était partie. » « Merci, » murmura Clara en la serrant dans ses bras, les larmes étouffant ses paroles. Elle n'est plus anonyme. On se souvient d'elle. On lui donne un nom. Après l'audience préliminaire, Anna fut placée en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution. La maison, qui cachait autrefois tant de silence, était désormais immobile sous le soleil de juin. Clara contemplait l'olivier du jardin, dont les branches perçaient le sol rocailleux, ne sachant comment appeler ce sentiment profond en elle, plus de colère, plus de haine, seulement un espace de silence qui avait besoin d'être rempli de quelque chose de juste. Daniel entra dans le salon, tenant une mince lettre du tribunal. Il la posa sur la table et dit doucement, « Son procès est fixé au mois prochain. Accusation, homicide involontaire, recel de cadavres et escroquerie immobilière. Elle risque 10 à 15 ans de prison à 86 ans, cette peine pourrait dépasser sa vie. » « Tu crois qu'elle va se battre ?» demanda Clara. Daniel secoua la tête. Non. Elle n'a plus rien à défendre. Elle a passé 20 ans en silence, souffla Clara. Je ne sais pas si c'est une punition, mais Julia mérite justice. Daniel s'assit en face d'elle. J'ai une question à te poser, est-ce que je mérite encore le pardon? Clara leva les yeux, surprise. Je ne t'ai pas cru quand tu avais besoin de moi, dit-il. J'ai préféré le réconfort à la vérité. J'ai défendu ma mère même quand je sentais que quelque chose n'allait pas. Clara resta silencieuse un long moment, puis hocha la tête. Nous avons appris que la vérité ne vient pas de nulle part. Ce qui compte, c'est que vous soyez assis ici, à l'affronter, sans reculer. Daniel lui prit les mains. Je ne le ferai plus jamais. Irène surgit du jardin, tenant une petite pousse d'olivier. Maman, j'ai planté la graine comme tu l'as dit. Vraiment? Où? Près du mur du puits, répondit Irène, certaine. Mademoiselle Julia a dit que c'est l'endroit le plus ensoleillé. Clara tressaillit légèrement. Mademoiselle Julia vous a dit ça? Irène hocha la tête. Dans mon rêve, elle disait, c'est l'endroit le plus lumineux. Plantez-le là, et il poussera vite. Daniel regarda Clara. Elle rêve encore de Julia. Non, répondit Clara avec un doux sourire. Elle se souvient de Julia, et peut-être que cela suffit. Une semaine plus tard, Clara retrouva Walker au poste. Il lui tendit un épais dossier. Nous avons trouvé d'autres faux documents dans le vieux coffre-fort d'Anna, leur écriture correspond à la sienne, ainsi que ses aveux. L'affaire est scellée, elle ne s'échappera pas. Et elle ne nie plus rien. Walker ferma le dossier. Il y a une chose que j'aimerais te demander après tout ça, penses-tu que elle mérite le pardon,
pensa Clara, après quelques secondes. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Je ne suis pas juge, mais je sais qu'une fille nommée Julia a été enterrée sous terre et dans l'indifférence, et je ne veux pas ajouter à cette indifférence. Walker hocha la tête. Nous allons placer les biens restants d'Anna sous saisie judiciaire. Si vous avez des propositions concernant la propriété, vous pouvez déposer une demande. Clara hocha la tête. Une idée qui couvait depuis longtemps se cristallisa dans son esprit, la maison ne pouvait pas rester un monument à la mort. Elle devait la transformer. Le mois suivant, l'ancienne chambre d'Anna fut entièrement démolie. Clara et Daniel décidèrent de construire une petite bibliothèque exactement à l'emplacement de la scène de crime. Ils déposèrent une demande de permis d'utilisation communautaire et la baptisèrent « Espace Julia ». Le jour de la première pelletée de terre, leur voisine âgée Lucie arriva avec sa canne et se tint silencieusement près du vieil olivier. Elle déposa un bouquet de fleurs blanches à son pied. « Autrefois, j'étais une enfant pauvre, » dit Lucie. « Peut-être que si quelqu'un m'avait écouté, les choses auraient été différentes. » « Maintenant, nous allons écouter, » répondit Clara. « Pas seulement Julia, mais tous ceux qui sont comme elle. » Les murs de la bibliothèque étaient constitués de pierres recyclées, récupérées des fondations d'origine de la maison. Sur chaque brique, Clara a demandé une courte inscription, des messages discrets comme « J'étais ici, je m'appelle Julia, pourriez-vous nous demander de vos nouvelles ?» Irène courait dans la cour en tenant un dessin. « Maman, est-ce que la bibliothèque aura un endroit où je pourrai dessiner ?» « Bien sûr, » sourit Clara. « Tu seras notre artiste mural. » Daniel souleva Irène. « Et je m'occuperai du rayon jeunesse. » La petite fille gloussa en agitant une branche d'olivier sèche dans sa main. Un après-midi de début d'automne, Clara visita le cimetière du petit village. Sous le vieil olivier qui fait désormais partie d'un paisible jardin commémoratif où une nouvelle pierre tombale blanche avait été placée. On pouvait y lire. Julia RM1. 1981-2001. Elle méritait d'être entendue, murmura Clara en posant la main sur la pierre. Maintenant, tout le monde connaît ton nom. 2 mois après l'ouverture de Julia Space, la maison qui cachait autrefois un terrible secret s'était transformée en un lieu lumineux et accueillant, baigné de soleil, de rires d'enfants et de livres. Fini les fenêtres ombragées. Fini les planches imprégnées de l'odeur du métal, place aux tables de lecture en pain poli, aux étagères colorées et à un coin dessins colorés. Chaque matin, Clara parcourait le couloir, un carnet à la main, vérifiant chaque cadre et chaque plaque. Sur un mur, un portrait de Julia peint à la main, reconstitué d'après une vieille photographie, cheveux longs, robe rouge, sourire mélancolique. Au-dessus, on pouvait lire « Chaque voix mérite d'être entendue ». Ci-dessous, au crayon vert, Irène avait signé « Irène, 5 ans, amie de Julia ». Clara se tenait silencieusement devant le tableau lorsqu'une jeune bibliothécaire s'approcha. Bethany, fraîchement diplômée en bibliothéconomie de San Diego, avait été embauchée pour gérer le programme pour enfants. « Cette fresque attire beaucoup de monde, Madame Clara », a déclaré Bethany. Un groupe d'étudiants de Charlottesville est venu juste pour prendre des photos avec. Julia était de Charlottesville, répondit doucement Clara. Bethany hésita. Puis-je vous demander quelque chose? J'ai entendu dire que Julia était femme de ménage ici, mais je ne comprends pas pourquoi il y a une bibliothèque entière pour elle. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale? Clara regarda le portrait. Parce que personne ne l'écoutait avant qu'il ne soit trop tard. Bethany hocha lentement la tête. Je vais raconter cette histoire aux enfants pour qu'ils se souviennent, personne ne devrait être réduit au silence. Clara posa une main sur son épaule. Tu es exactement là où tu es censé être. Le 16 juin, exactement 24 ans après le jour où Julia fut cachée sous le plancher, la famille de Clara organisa une simple cérémonie du souvenir dans le jardin de la bibliothèque. Ni des funérailles, ni une commémoration, mais une célébration de son nom. Lucie était assise au premier rang, les cheveux d'un blanc immaculé, tenant un bouquet de lavande séchée. Daniel portait une chemise blanche et tenait Irene à côté de Clara. Walker, qui n'était plus en uniforme, était venu en ami. Ethan, le technicien médico-légal de Santa Fe, se tenait tranquillement avec sa femme et ses 2 jeunes enfants. Clara s'est avancée pour parler. « Nous ne sommes pas ici pour pleurer », a-t-elle déclaré. « Nous sommes ici pour prononcer pleinement le nom de Julia non pas comme un signalement de disparition, ni comme la découverte de restes humains, mais comme Julia, une jeune femme qui a vécu, qui a souri, qui a rêvé. » Lucie essuya ses larmes et Walker baissa la tête. «
Ethan serra la main de sa femme. Clara poursuivit, autrefois, nous pensions qu'être enterré signifiait être perdu, mais pas si quelqu'un se souvient, pas si quelqu'un parle. Julia avait été réduite au silence par la peur, le pouvoir, l'indifférence des adultes. Mais aujourd'hui, elle a un nom, un visage et un espace où d'autres comme elle peuvent se faire entendre. Irène a couru, un nouveau dessin à la main. J'ai fait un autre dessin pour mademoiselle Julia. La foule sourit chaleureusement. Clara s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras. Où devrions-nous l'accrocher? Sur l'olivier, dit Irène. Mademoiselle Julia dit qu'elle aime le vent. Daniel souleva Irène et, ensemble, ils accrochèrent le tableau à la branche la plus basse. Il représentait une fille en robe rouge tenant la main d'un enfant au soleil un peu comme le dessin de l'année dernière, mais cette fois sous un ciel lumineux parsemé de fleurs sauvages et de papillons. Une brise souffla et fit doucement osciller le tableau. Walker s'avança. Clara, je n'ai jamais vu une affaire criminelle se terminer ainsi, car ce n'était pas juste une affaire. Clara sourit. C'était une prise de conscience, non seulement pour Julia, mais pour notre société. Ethan hocha la tête. Avant, je pensais que la médecine légale se limitait à décoder la mort, mais aujourd'hui, je comprends, parfois, elle aide les vivants à trouver un sens à leur vie. Une semaine plus tard, Clara reçut une lettre du tribunal, la part de la succession d'Anna non saisie par l'État pouvait être utilisée à des fins d'utilité publique si l'héritier y consentait. Daniel signa immédiatement. Tout cela ira au fonds Julia RM. Avec Ethan, Walker et un groupe de jeunes avocats, Clara a lancé le fonds pour apporter un soutien juridique et psychologique aux travailleuses domestiques aux États-Unis victimes de maltraitance, d'exploitation ou d'abandon. Le premier bureau a ouvert ses portes au sein de la bibliothèque. Lucie est devenue la première donatrice, offrant son livre de cuisine manuscrit à la vente aux enchères. Commencer par la cuisine est toujours une façon bienveillante de commencer, a-t-elle déclaré. En 3 mois, le fonds Julia RM a reçu plus de 40 dossiers. Une jeune fille, Mélissa, originaire d'Équateur, s'est vue confier son salaire par son employeur, le fonds l'a secourue et lui a fourni une aide au logement. Bethany a compilé ses témoignages dans un petit livret intitulé Elle invisible, désormais nommé, distribué gratuitement aux écoles élémentaires locales. Ma fille l'a lu, a déclaré Ethan lors d'une réunion. Elle m'a demandé, si je vois quelqu'un se faire maltraiter, puis-je le signaler? Je lui ai répondu, non, tu dois le signaler immédiatement. Clara sourit. Alors Julia est de nouveau en vie, et c'est tout à fait normal. Un après-midi de début d'hiver, Clara et Irène entrèrent dans le jardin de la bibliothèque. Le vieil olivier était maintenant jalonné d'un jeune arbre, issu de la graine qu'Irène avait plantée 1 an plus tôt. Il lui arrivait aux genoux. « Maman, j'appelle cet arbre Petite Julia, » dit Irène. « Pourquoi ce nom ?» demanda Clara. « Parce que Big Julia a dit, plantez quelque chose dont vous vous souviendrez. Alors j'ai planté Little Julia, pour ne jamais oublier. » Clara s'agenouilla et tapota doucement la terre autour des racines. Le jardin était silencieux, mais son cœur était empli de murmures. La voix de Julia n'était plus une supplication, c'était un rire. Ce n'était plus une voix perdue dans une vidéo floue, c'était une voix dont on se souvenait, qu'on dessinait, qu'on nommait. Ce n'était plus un corps sous le sol, c'était quelqu'un qui marchait au soleil, tenant la main d'un enfant, enfin écouté par le monde entier. Cette histoire nous rappelle avec force que le silence face à l'injustice engendre la violence. Une vie peut être ensevelie non seulement par la terre, mais aussi par la peur, l'indifférence et le choix de détourner le regard. Mais une seule voix, un seul geste, même celui d'un enfant, peuvent faire éclater la vérité. Écouter, affronter la réalité et agir, c'est non seulement protéger les autres, mais aussi commencer à se guérir soi-même. La justice n'est jamais trop tard si nous osons la nommer. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à aimer notre chaîne et à vous y abonner. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous en sommes très reconnaissants, à bientôt.